Son nom a fait la une des journaux en plein confinement, car c'est sur l'initiative de Laurent Papazian qu'un navire militaire est venu soulager le service Réa d'Ajaccio en prenant en charge des malades Covid-19. Une initiative salvatrice pour cet enfant de Bastia qui a pu enfin être en paix avec lui-même. Voilà. Montez, je vous en prie. Et bienvenue dans votre vie. Merci. Laurent Papazian. On va la retracer, cette vie, votre parcours, à travers les photos marquantes. Et les photos fondatrices aussi. Et on va commencer là-bas, non? J'imagine que c'est là que tout commence, quand même. Mes grands-parents, avec mon père. Ouais. Papazian. Papazian. Papazian, ça vient d'où, Papazian? Papazian, ça vient d'Arménie. Ouais. Et donc mes grands-parents, David, Marie, ils sont partis de Constantinople. Et donc, quand il y a eu les massacres en 1915, ils ont fait un parcours qui les a menés jusqu'en Ukraine. Et puis après, ils sont revenus parce qu'ils ont cru que ça se serait calmé. Et puis finalement, ils ont quitté définitivement cette terre, voilà, en 1925. Voilà. Ils se sont retrouvés, après cette vie d'errance, quand même, à Valence, voilà. En France. C'est ça. À Valence. Et à Valence, en France, il y a c'est votre grand-père ou votre grand-mère qui est malade, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Ma grand-mère, elle a une santé un peu précaire. Et leur médecin de famille, qui était corse, finit par lui dire: David, écoute, je pense que la seule chose que tu puisses faire, fais-lui quitter la grande ville, tu devrais aller en Corse. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'aller en Corse. Voilà. Il lui dit, mon grand-père qui était, je pense, amoureux fou de sa femme, du jour au lendemain, ils ont pris le bateau et ils sont arrivés à Bastia. Ils sont arrivés une main devant, une main derrière. C'est ça. Ils n'ont absolument rien. Cette histoire rien. que vous racontez, d'ailleurs, on n'en parle pas trop dans la famille. C'est quand même tabou. Il a fallu faire des recherches parce qu'effectivement, de ce génocide arménien, on n'en parle pas trop. On n'en parle pas du tout. Ils arrivent effectivement à Bastia. Et là, c'est quoi? C'est un berger qui les recueille, c'est ça? Voilà. Donc, ils descendent sur la place et ils montent. Il y avait plusieurs cars qui étaient alignés et ils prennent celui qui va à Olmeta du Cap. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a choisi celui-là, mon grand-père. Et donc, c'était le terminus, Olmeta. Et donc, il arrive à Olmeta. Et après, là-bas, ils sont recueillis par l'abbé Fraticelli. Et ensuite, ils séjournent dans la famille Mazzini, et en particulier celui qui est berger. Et mon père portait son prénom. Exactement. Il a tellement été bienveillant vers votre famille que quand va naître votre père, qui est au milieu, là, on va l'appeler Pierre-Jean. Il s'appelait Petruduan. Et on va l'appeler Pierre-Jean pour ce berger. Exactement. C'est une très belle histoire. Et l'histoire commence ici en Corse pour la famille Papazian. Et votre grand-père, vous l'avez dit, il est ébéniste, mais il a un peu tous les talents. Lui, hein. C'est ça. Il est capable de... Il se précipite. Enfin, est-ce que s'il précipite? Et j'ai mis ça. Alors, ça, c'est... Donc, ensuite, après Olmeta du Cap, ils sont descendus, donc... en bas vers la plage, la camping, et donc il a construit donc de ses propres mains ce restaurant, pavillon idéal, mais en fait tout le monde l'a appelé chez Papa. Chez Papa, exactement. Avec la plage en contrebas. Parce que c'est une véritable personnalité, votre grand-père. Ça marche, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de mettre cette photo là. Donc ça, c'est la vedette de la famille, hein, David. Donc là, il y a une bonne partie de la famille, des amis, ma mère qui est au fond. Voilà. Exactement. Alors, il y avait du monde, bien sûr, au restaurant, mais même les tablées familiales, vous avez toujours connu ça. On vous voit tout au fond, hein, vous d'ailleurs. Vous avez le souvenir de ces tablées, de ces grandes tablées? Pas vraiment. Je me souviens, j'ai des souvenirs quand j'allais avec mon grand-père donner à manger aux poules ou des choses comme ça, mais bon, là j'étais tout petit. Hein. J'avais 2-3 ans. De toute façon, de manière générale, quand vous alliez en ville à Bastia, tout le monde lui serrait la main, tout le monde l'embrassait, c'était quelque chose. Quoi. Pour moi, c'était extraordinaire. Et puis bon, il était très jovial, bon vivant, donc une intégration parfaite, quoi. On peut le dire. Voilà, c'est plus que parfaite, même. Et tant et si bien que votre père va grandir, et il va décider de partir, de quitter un petit peu la Corse pour tenter lui aussi, en tout cas, une formation en cuisine. C'est ça. C'est pour ça qu'on va aller passer par là. Je vous retrouve de l'autre côté de l'arbre. J'ai mis cette photo où vous êtes à Paris, où vous naissez. C'est ça. Hein, vous naissez en 1959. J'aime bien dire que j'ai été conçu en Corse, réalisé à Paris. Et vous avez bien compris que j'ai mis volontairement cette photo aussi parce qu'il y a la voiture derrière. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez 4 ans dans cette voiture? Donc on a un accident de voiture un soir avec mes parents et ma sœur qu'on voit là. Donc on rentrait
d'un repas chez des amis de mes parents, et la voiture a été renversée par un poids lourd qui avait brûlé, je ne me souviens plus exactement si c'est brûlé un stop ou un feu rouge. Et moi je dormais d'ailleurs sur cette banquette, c'est la banquette arrière, je dormais sur cette banquette, et en fait donc j'ai été brûlé à cette occasion-là. Mon père est venu me rechercher dans la voiture, lui il avait été éjecté, ma mère a vite sorti ma soeur, elle l'avait dans les bras heureusement, et puis voilà, donc... Tant et si bien qu'on a mis cette photo là, ouais. Et qu'à partir de 4 ans, votre vie, Laurent, elle est là. Oui, alors là, du côté patient, on va dire. Et j'ai eu la chance, après avoir été soigné dans un hôpital d'enfants, juste au début, là, pendant 3 mois, et après j'ai été soigné dans un hôpital d'adultes, à l'hôpital Cochin, et dans un service qui n'avait rien à voir. C'était un service d'orthopédie. Et le chirurgien qui avait dit à mes parents, si vous voulez faire quelque chose pour votre fils, offrez-lui une vie normale. Et donc ça va commencer par là. Je veux pas du tout, il y a le service des brûlés en dessous, mais je ne veux pas du tout qu'il soit hospitalisé là. On va le mettre dans un service adulte en orthopédie, et quand il sera opéré, il viendra là. Et donc pendant X années, plusieurs fois par an, je suis venu dans ce service. Du coup, j'ai eu des bénéfices secondaires, parce que les infirmières, donc là vous voyez, les infirmières, je sais pas, je devais avoir 6 ou 7 ans là, et elles étaient aux petits soins. Ça, vous voyez, c'était le soir, j'attendais presque que ma mère s'en aille pour pouvoir après, vous voyez, bénéficier de... Prendre la photo, c'est vous qui prenez les photos, oui, là, on vous avait donné un appareil photo. C'est ça. Effectivement, et vous étiez bien, on va pas dire c'est le déclic, il y en a un autre de déclic, mais là quand même, c'était cocooning là, avec les... Ah oui, exactement. Là, je faisais le tour des autres patients. Bon, les autres patients, ça les amusait parce qu'ils voyaient un gosse dans un service d'adulte, donc je prenais l'attention, tout ça. C'était... Mais j'ai été vraiment choyé. Choyé, vous pouviez, parce que, Laurent, à l'époque, vous n'allez pas à l'école, justement. Non. Donc c'est un peu vos seules copines aussi. Exactement, parce qu'on était il y avait les interventions, les soins de rééducation fonctionnelle, massage, tout ça. Et puis 2 fois par semaine, il y avait une institutrice à la retraite qui venait nous faire cours à ma sœur et à moi, parce que ma sœur, elle a subi tout ça, elle, alors qu'elle avait rien demandé. Et puis ma mère qui nous faisait aussi travailler. Mais il a fallu attendre, je pense qu'on en parlera après, mais qu'on rentre en Corse. Oui, parce que justement, un jour, votre père, il en a marre de tout ça. C'est ça. Il dit maintenant basta. On est en 1967. C'est ça. Vous avez donc 8 ans, et il dit on rentre en Corse. Et là, il y a le grand-père, David, qui achète un local pour accueillir son fils. On va voir ce que ça donne. Venez. Ça donne ça. Donc c'est la papeterie. Donc, là, en fait, pourquoi une papeterie Papazian? Pourquoi une papeterie? Ils ont cherché avec mon grand-père plusieurs orientations, et au départ, donc, il a finalement ouvert un magasin qui faisait un peu tout. Il y avait la librairie, il y avait le magasin de journaux, il faisait des glaces. Bon, après, les glaces, on en mangeait tellement que tous nos copains du Rivoli, là où c'était, qu'après, il a arrêté. Mais au départ, c'était un peu... Et puis après, ça s'est de plus en plus focalisé sur papeterie, matériel de bureau, enfin, ce que les gens ont connu pendant des dizaines d'années. C'est sérieux, parce qu'effectivement, comme vous dites, ce que tous les Bassiais connaissent, et il va y avoir jusqu'à combien d'employés là? Une dizaine. Une dizaine d'employés quand même. Vrai succès, la papeterie Papazian. C'est un nouveau départ pour vous. On n'a pas encore trop parlé de vous. Non. On va en parler maintenant que vous êtes en Corse. Vous avez 8 ans. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est pas ici qu'on va en parler. D'accord. Dans une nouvelle pièce. Allez, venez avec moi. Prenez place, Laurent, et laissez-vous guider. Parfait. Donc la Corse, vous arrivez en Corse, et la Corse, c'est ça. Et ça, pour vous, ça, Laurent, ça, c'est le bonheur. Donc à droite, on a la résidence Nouvelle Corniche. Donc c'est là où nous habitions. Alors ça c'est à entre Saint-Joseph et Loupy, et là ça va être la découverte de l'école et des copains, du foot, toutes choses dont ma sœur et moi nous avions été privés jusque là, et c'était des années extraordinaires. Voilà, années carrément extraordinaires. Et le pari gagné de mon père. Parce qu'en CM2, pour la première fois de votre vie, vous allez en classe, c'est ça, Laurent.
Vous n'étiez jamais allé en classe jusqu'à présent. Non. Et c'est arrivé en classe en CM2. Comment ça se passe à Bastia? On était donc dans ce qui s'appelait les baraques. Et alors je pense que... Parce que je me souviens, lorsque je suis arrivé, il y avait déjà... Je suis arrivé avec un peu de retard, on va dire, mais je pense que ça avait dû être organisé entre la maîtresse et mes parents, je suppose. Et elle avait dû expliquer aux autres camarades qu'ils allaient avoir quelqu'un, enfin, un de leurs copains qui avait été brûlé, ici et l'autre. Et bon, voilà, j'en ai plus jamais entendu parler de cette histoire. Et j'ai grandi comme tous les autres. Je me suis battu, j'ai pris des coups de poing, j'en ai donné. On a joué au foot. Enfin, j'ai eu une enfance et une adolescence vraiment magnifique. Magnifique, c'est normal. Et enfin, plus que normal. Mais disons que ce que mes parents craignaient quand on était à Paris, ça a complètement disparu. D'ailleurs, à partir de là, ma mère a travaillé avec mon père au magasin et ma soeur et moi, on s'est débrouillés tout seuls. On allait, on venait d'abord de l'école et puis après du collège à Saint-Joseph. Voilà. Et après, le lycée Marbeuf, qui est là. Et vous l'avez dit. Ah, voilà. c'est le terrain, ce qu'on appelait, nous, la pelouse. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un restant que c'est là, je suis dos. Non, d'ailleurs, c'est pas moi qui prends la photo, peu importe, mais il y a juste le vide derrière celui qui a pris la photo. Et on jouait, on faisait des parties de foot acharnées. Et comme vous pouvez le voir, il y en a qui se reconnaîtront. Il y a Jacques Knecht, Charlie Diama et Eric Dezan. Je les reconnais tous. C'est les 3 frères Salerno qui sont dessus. Et on était sponsorisés par mon père, parce qu'on voit bien la papeterie Papazian. Et c'était des t-shirts. Et c'est ma mère qui avait acheté les t-shirts. Mon père, il a fait imprimer ça. Et c'était notre premier sponsor. Et puis à droite, c'est le Judo Club Bastière. Alors là aussi, c'était une grande aventure. Au départ, mes parents, ils m'avaient mis là pour que j'acquière quelques gestes pour me défendre au cas où. Mais enfin, c'est surtout que je suis tombé amoureux de ce sport. Et puis un jour, quand vous êtes au lycée, je crois, il y a ça. Ouais. Je vois un film, c'est peut-être celui-là. Écoutez, je reprendrai la référence. Bon. Effectivement, je regardais un film américain en noir et blanc. Le lendemain matin, je dis à mes parents, je vais faire médecine. Et vous allez donc partir à Marseille, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de première année de médecine en Corse. Et c'est arrivé à Marseille, dites-moi si je me trompe, où là, vous allez vous sentir différent. Ah oui, ça a été vraiment, pour moi, ça a été un choc, parce que du coup, j'avais très peu de souvenirs de la période où on était à Paris. Et puis, comme de toute façon, on ne sortait quasiment pas, je n'avais pas beaucoup de contact avec des gens que je ne connaissais pas. Donc, le regard des autres, c'était quelque chose qui était inconnu. Et encore, comme tout le monde me connaissait, forcément, il y avait... pas, et puis, même ceux qui ne me connaissaient pas, il y a toujours une pudeur dans le regard qui fait que on n'a pas l'impression d'être dévisagé, épié, observé ou quoi. Et quand j'ai débarqué à Marseille... Alors là, franchement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, j'ai vraiment eu l'impression d'être différent. À ce moment-là, que j'en ai eu, ça n'a l'air pas facilité, ça a sans doute contribué au fait que je recommence ma première année. Oui, mais vous allez quand même finir par l'avoir, cette première année, et un jour, il va falloir choisir votre spécialité. Ouais. Et votre spécialité, c'est tout, sauf ça. Sauf la réanimation. C'est ça. C'est exactement ça, parce que j'étais passé comme étudiant en 3e année dans un service de réanimation, vraisemblablement à l'époque en tout cas le plus réputé à Marseille. Je ne me voyais pas faire ce métier. Et puis finalement, à l'occasion d'un autre stage que j'ai fait un peu plus tard, c'est un peu, sans doute, on a vu tout à l'heure les photos de quand j'étais hospitalisé, voilà, des infirmières, mais c'est l'ambiance de la réanimation. Vous voyez, cette espèce de cocon rassurant. On est dans des murs, on se connaît tous, vous voyez. C'est un village, sauf que c'est sur une famille. C'est ça, famille. Exactement. Et c'est sur un territoire qui est tout petit et qui est fermé. Il y a des portes, on rentre pas comme ça. Et je pense qu'il y a un côté rassurant qui devait me plaire. Et donc j'ai choisi ce métier et je ne le regrette pas. Exactement. Et vous allez aller jusqu'à la thèse. Ouais, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est la médecine qui vous plaît et la recherche aussi. Hein. Ouais. Quoi qu'il en soit, cette thèse, vous êtes avec votre sœur, là, effectivement. Une vraie complicité avec votre sœur. Hein. Ça, c'est, voilà. Sauf que vous êtes encore à Marseille. Et pendant cette période, en fait,
Vous auriez aimé rentrer à Bastia? J'avais pris mes dispositions. Beaucoup de confrères chirurgiens, médecins d'autospécialité m'attendaient. Voilà, sauf que peut-être à ce moment-là, j'ai péché par excès et par jeunesse sans doute en dévoilant avant d'arriver ce que j'avais envie de changer. Et voilà. Après, ça faisait peur peut-être à certains. Bon, après, il y a eu des changements qui ont été faits, fort heureusement. Oui, parce que les changements que vous préconisiez à l'époque, ils ont fini par avoir lieu. Mais vous aviez peut-être un petit peu raison trop tôt. C'est ça. Et puis de le dire. Et puis de le dire, surtout. Et puis de le dire. Ouais. Et donc, bon, ça ne s'est pas fait. Ça m'a meurtri. Pas du tout une question de fierté, mais pour moi, c'était... avec tout ce que j'avais reçu, il fallait que je donne. Et donc, pour moi, c'était une espèce de mission que de rentrer en Corse pour, à mon tour, rendre tout ce que j'avais pu recevoir. Mais ce n'est que partie remise. Hein. Ce n'est que partie remise. Pour l'instant, effectivement, vous êtes à Marseille, vous faites carrière à Marseille. Et quelle carrière, hein. En 2001, vous êtes nommé professeur de médecine. Ouais, donc là, on voit la photo avec vos parents. Fierté énorme, non, j'imagine, de vos parents. Enfants, oui. Voilà, ils étaient... je pense qu'ils étaient très... Enfin, je pense, je suis sûr, ils étaient très fiers. Voilà, c'est... Alors, pour certains, ça peut être considéré comme un aboutissement. Là, c'est surtout un outil supplémentaire très utile parce qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent à ce moment-là. Et quand on fait... quand on veut augmenter les potentiels d'un service, d'une discipline, augmenter les moyens en recherche, c'est extrêmement utile. Donc j'ai été accueilli dans une petite spécialité qui s'appelait la réanimation médicale. Maintenant, c'est la médecine intensive réanimation et qui m'a ouvert ses portes. Et je suis très heureux de participer à l'enseignement, à la recherche dans cette discipline. Et vous êtes chef de ce service à l'hôpital Nord. C'est ça. Enfin, j'étais chef de service et là, il y a quelques mois, j'ai passé le relais à mes fidèles, à un, puis après à l'autre, qui sont là. Et maintenant, j'ai d'autres occupations et je les accompagne du mieux que je peux. Mais l'idée d'aider la Corse vous trotte encore dans la tête à cette époque-là et encore aujourd'hui. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. On n'en parle pas là, on en parle dans une autre pièce. D'accord ? Allez, venez avec moi. Dernière pièce, Laurent. Quelques surprises peut-être derrière ces écrans. Parce que la Corse, effectivement, elle est jamais loin, la Corse, de vous. Quand c'est pas vous qui venez à elle, c'est elle qui vient à vous. La preuve, avec cette photo-là. Ah ouais. Là, cette patiente, surtout l'événement qu'il y avait eu, c'est qu'elle avait donné naissance à un bébé en plein milieu de la réa, alors qu'elle était sous machine et tout ça. Et c'était au moment où il y avait l'épidémie H1N1 et le service de mon hôpital, le service com, avait un peu diffusé ça aux journaux locaux et tout le monde s'était saisi de cette information. Il y avait d'ailleurs eu un reportage de France 2, France 3 qui était venu parce que c'était le miracle de Noël avec la naissance du bébé et donc elle avait retrouvé son enfant. Et oui, c'était déjà les problèmes respiratoires graves et c'était il y a 10 ans. On va y arriver justement. Mais avant cela, justement, avec la Corse, il y a ça. Il y a ce que vous avez essayé de faire et ce que vous avez réussi à faire, c'est un partenariat entre l'hôpital de Marseille et les hôpitaux d'Ajaccio et de Bastia, notamment avec cette machine, la machine ECMO, c'est ça ? C'est ça. C'est ça, et donc c'est pour la prise en charge des malades qui présentent soit des problèmes respiratoires, soit cardiaques très graves. Donc nous on s'occupe du côté respiratoire. Et donc cette technique est devenue plus diffusée et beaucoup d'équipes se la sont appropriées. En Corse, c'est pas tout le temps le cas, mais les services de Réa et à Bastia et Ajaccio sont de très bons services. Vous pouvez le dire, vous, en tant que... Ce sont d'excellents services qui manquent de lits, parce que le nombre de lits, il est moitié moins important que la plupart d'autres territoires, et qui ont en plus la chance d'avoir le territoire juste à côté, au cas où on est dépassé par les événements. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est un gros problème, surtout quand il y a le gros problème qu'on a connu au cours du mars dernier, justement. Et là,
Eh bien, on va montrer les images et vous allez commenter un petit peu ce qui s'est passé, parce que face à cet afflux de malades qui arrivaient dans les hôpitaux, et notamment dans les hôpitaux corses, vous êtes à l'origine de ça. Ouais, disons que j'y ai participé, on va dire. Quand j'ai vu la situation se dégrader à Ajaccio, suite au contact avec Laurent Serpin, et ça, plus l'ARS de Corse, plus l'ARS PACA, tout le monde s'est mis en route, et en 3 jours a été montée cette opération. Donc ils ont, au niveau du ministère, et au niveau, je suppose, du ministère des Armées, ils ont préféré le moyen maritime. Je pense que c'est aussi une occasion de vérifier la faisabilité, parce que ça on l'a un peu passé sous silence. Ces navires, ils sont faits pour transporter des blessés de guerre, pas des malades hautement contagieux. Et donc ça a été pour les militaires aussi un défi énorme, parce qu'en 3 jours, ils ont configuré le tonnerre. Ils ont reconfiguré le tonnerre pour évacuer 12 malades qui seraient morts sinon, vers les hôpitaux, en tout cas qui étaient mal en point. En tout cas, qui n'avaient pas la place, aurait empêché l'ARIA d'Ajaccio de prendre d'autres malades. Voilà, ça c'est sûr et certain. 12. Et effectivement, là, peut-on le dire, là, pour vous, ça a été un... Alors, est-ce qu'on peut dire un moment de fierté, mais là, enfin, vous vous êtes senti... Enfin, dites-moi ce que vous avez ressenti à ce moment-là, d'ailleurs, peut-être. Lorsque le bateau a accosté à Ajaccio, ça a été un moment très, très émouvant. D'abord, mon père était décédé quelque temps avant. Ouais. Mais en fait, c'est que là, finalement, vous avez rendu à la Corse ce qu'elle vous a donné. Peut-être que c'est à ce moment-là où... Moi, je suis ému, quoi, en fait. C'est que là, à ce moment-là, vous vous êtes dit, voilà, je peux rendre ce que ce pays m'a donné, en fait. Une partie. Là, une partie, en tout cas. Hein, une partie, et puis voilà. Bon, après, il y a eu un peu de frustration, parce que on n'a même pas pu aller saluer l'équipe d'Ajaccio, qui avait fait un travail extraordinaire. Ne serait-ce que, il faut remercier le SAMU, les pompiers, les ambulanciers privés, et évidemment les équipes de réanimation et des urgences d'Ajaccio, qui ont fait un travail. C'est-à-dire qu'on a embarqué les malades, mais à une vitesse. Les marins étaient... Efficacité totale. Pour pouvoir après repartir. Et du coup, alors... On ne sortira jamais vraiment de la crise. Hein. On est parti pour des mois et des mois, on est d'accord. Enfin, en tout cas, c'est pas une crise, mais en tout cas, il faut rester là-dedans. Et ça vous a fait réfléchir, en tout cas, au sortir de ce mois de mars, avril, avec ça. Il est urgent de repenser le métier de soignant en réanimation. Exactement. Il y a 90% des lits en réanimation en France qui sont occupés toute l'année. Ouais. Toute l'année. Donc dès qu'il y a une crise, en fait, il n'y a que 10%. C'est ça. Donc réfléchir, c'est déjà là-dessus. C'est ça. Et la carte aussi doit être revue, et en particulier en Corse. On peut pas. Il faudrait à peu près 35 lits pour être à peu près au même niveau que PACA, par exemple. En sachant que PACA, si on a des soucis, on a d'autres régions. Il y a la mer à traverser. Voilà, on a l'Occitanie. 35, vous dites 35. Bon, on compte sur vous pour peser de tout votre poids quand même, pour avoir ces 35 lits. Vous avez remarqué qu'on était sur votre Twitter, Laurent Papazian, et on va le retrouver ici, votre Twitter, parce qu'il est intéressant pour ça. Ça m'a fait rire, moi, quand j'ai vu ça, en fait, quand j'ai découvert ça en préparant l'émission. Laurent Papazian, c'est votre photo de profil de Twitter. C'est ça. Ah ouais. Ça, c'est médecin, professeur de réanimation, supporter du SCB, insulaire dans l'âme, Anima Gorsa. Celui-là, ça revêtait encore plus d'importance, parce que c'est le dernier match où j'avais réussi à faire venir mon père au stade. Donc on était tous les 3, il y avait mon fils Mathieu aussi, et on était tous les 3 au stade, et voilà, j'en garde. Remonté en 2012. Voilà, 2012, c'est ça. C'est vous qui faites la photo, là. Oui. Et comme vous dites la dernière fois avec votre papa au stade, parce que c'est important la transmission dans la famille Papazian. Et c'est un petit peu cette photo qui résume un petit peu tout. C'est votre père avec votre fils. C'est ça. Vous avez 3 enfants aujourd'hui. Mathieu, Laura et Pauline. Donc ça, c'est Mathieu qui prend son bain. Prend le bain, mais... Et là, c'est le grand-père qui veille sur lui. Qui va lui transmettre une passion, notamment. Alors le foot, on a bien compris, comme le vous. Foot. Le barbecue aussi, je crois. Donc c'est lui qui organise les barbecues qui ont lieu ici. Voilà. Donc ça, c'est mon autre lieu tranquille. Donc c'est le fond de la terrasse à Millau, où vous voyez, ça, c'est l'instant que je préfère. D'ailleurs, quand j'ai des gros soucis personnels, professionnels ou quoi,
et que je viens, je m'installe au bout de la terrasse, et c'est là que tout se décante, et je repars avec des solutions. Et j'ai mis cette photo aussi, parce que... alors, c'est marrant, parce que quand vous êtes ici, quand vous êtes arrivé ici d'ailleurs sur le tournage, on vous a dit, Papazian, vous n'êtes pas familier avec la plage, Papazian. On vous a demandé, c'est quoi ça? C'est la plage, la camping. Donc c'est la plage que beaucoup ont appelée ou appellent encore la plage Papazian. Donc c'est où il y avait le restaurant du mon grand-père qui était au-dessus. Qui était au-dessus. Voilà. C'est un grand régal quand on y va. Mes enfants ont appris à nager là. Ah oui, carrément. Ouais. Allez, dernier écran, si vous le voulez bien. Venez, approchez-vous. Et on finira avec cette photo-là. Donc c'est vous qui êtes parti en mission humanitaire. Vous faites aussi de l'humanitaire, vous faites tellement de choses, on ne peut pas tout mettre. Mais elle est importante, cette mission humanitaire, parce qu'elle a lieu ici, en Arménie. Et en fait, encore une fois, on ne parlait pas de l'Arménie dans la famille. Le génocide, on n'en parlait pas. Et vous êtes retourné là-bas sur cette terre. Et quand vous êtes retourné là-bas, vous êtes rendu compte de quoi, en fait, Laurent? Ça a été émotionnellement, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire, en arrivant, c'est sûr que j'ai beaucoup pensé à mes grands-parents. C'était extrêmement émouvant. Et puis surtout, ce qui était extrêmement saisissant pour moi, c'est que d'abord, j'avais l'impression d'être chez moi. Enfin, je l'étais en partie, mais c'est aussi que j'avais l'impression d'être ici. C'est-à-dire aussi bien l'accueil des gens, la chaleur humaine, au niveau de la communication, la façon de se comporter, les paysages aussi. J'ai été époustouflé par... il y a un moment donné, parce qu'après, il y a un jour, on a pu aller sortir de la grande ville, de Yerevan, et donc j'avais l'impression d'être dans les Agriates. À un autre moment, c'était vraiment la Scala di Santa Regina, vraiment. Et là, j'ai compris pourquoi, comme l'a écrit mon père dans le livre qu'il a écrit pour mon grand-père, c'est pourquoi mes grands-parents, quand ils se sont arrivés en Corse, ils ont dit « on est chez nous, on ne bouge plus ». Et c'est quelque chose que j'ai compris. Alors, c'est un pays jeune, qui a une histoire très tourmentée, beaucoup de ressemblances avec la Corse, là aussi, mais c'est un peuple dynamique, jeune, c'est un petit pays, maintenant ça a été réduit beaucoup géographiquement, mais ils sont pleins de dynamisme et je vais tout faire pour les aider, comme je peux, c'est-à-dire faire venir des jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes docteurs, des jeunes infirmières. Vous voyez, cette photo, elle est magnifique. Ça, c'est en 3 minutes. Moi, j'arrive pas dans mon service à obtenir une photo en 3 minutes. En 3 minutes, elles se sont toutes mobilisées pour venir, parce qu'elles savaient qu'on partait, et pour faire une photo tous ensemble. Je vous propose de finir cette émission avec une photo aussi. En moins de 3 minutes, montez que tous les deux. Ça sera très bien. Allez, c'est le selfie. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment, Laurent. Merci beaucoup. À bientôt du côté de peut-être la plage Papazian. Tiens, on bronze que le matin, le soir, le soleil est dans le dos. Ou n'importe où vous voulez, en tout cas. Le soir, pour un dîner romantique, je vous conseille comme adresse. Au revoir.